Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de géobiologie. Donc c'est le cycle de mai. Je vous rappelle le cadre de cette vidéo. Je vous propose depuis le mois de janvier 2026 un thème par mois parmi les thèmes que j'affectionne particulièrement. Et en janvier, on a étudié la vision et la direction. En février, je vous ai parlé de l'âme. En mars, de l'intelligence du corps. En avril, de l'enfant intérieur. Et en mai, c'est notre lien aux lieux, à nos maisons, à nos lieux d'habitation, à nos lieux de vie que j'explore avec vous à travers la pratique de la géobiologie. Et la première semaine, je vous ai fait un petit topo un peu général. La deuxième, je vous parle des pollutions artificielles créées par l'homme. Et la troisième semaine, donc aujourd'hui, je vais vous parler des parasitages énergétiques. Et ça, c'est mon sujet préféré de la géobiologie. Et on va développer un petit peu sur ce thème-là ce soir. Enfin, aujourd'hui, si vous me regardez, peut-être à un autre moment que le soir. Ce qui est important à retenir, donc la géobiologie, c'est l'étude de l'influence des lieux sur le vivant. Ça vous est certainement déjà arrivé d'arriver quelque part et parfois on se sent bien, parfois on se sent pas bien, mais on ne sait jamais trop pourquoi. Donc c'est vachement dur de parler à son ordinateur tout seul, je vous assure. Bref, je continue. Donc la géobiologie, moi j'en suis arrivée à m'intéresser à l'énergie des lieux parce que, quand j'arrivais quelque part et ben, il y avait des fois où je me sentais pas bien au point où je pouvais faire des malaises, tomber dans les pommes. Bref, vraiment ça me pourrissait la vie et ça me gâchait l'existence. Je pensais que j'avais un problème, je pensais que c'était moi qui dysfonctionnais, jusqu'à ce que je découvre, de façon assez laborieuse, après avoir vu, pas mal de psy, pensant que vraiment le problème venait de moi. Et un jour, j'ai assisté à une conférence, sur la géobiologie, je savais pas du tout ce que c'était et c'est là où j'ai vraiment, ça a éclairé ma lanterne et j'ai compris que déjà en un, on nage dans un océan d'informations qui sont pas perceptibles par nos 5 sens, mais qui sont pourtant bien, perceptibles par une part de nous qui est complètement inconsciente en fait, qu'on peut appeler le sixième sens ou, pour vous expliquer, en fait, nos 5 sens, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et cetera nous permettent d'expérimenter le monde de la matière, le monde, incarné, le monde visible. Mais pour autant, on sait très bien que, bah, si on prend l'exemple de la lumière qu'on peut percevoir avec nos yeux, c'est la lumière, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, donc une fréquence qui va du rouge au violet et pour autant, on sait très bien qu'en deçà du rouge, il y a des infrarouges, au-delà du violet, il y a des ultraviolets qu'on ne voit pas et qui pourtant ont un impact bien réel sur notre physiologie. Donc quand on parle de géobiologie, quand on parle de phénomènes subtils, quand on parle de pollution électromagnétique artificielle, de rayonnement, tellurique ou cosmique et même de mémoire des murs, de mémoire des objets, d'entités de présence, on est en deçà et au-delà de ce spectre visible, mais qui est pourtant bien réel, qu'on perçoit, mais sur un champ de fréquence qui est, voilà, tellement subtil, qu'on peut pas le toucher, on peut pas le voir vraiment, mais pour autant, on peut le sentir et ça, c'est tout le monde. C'est pas réservé à des personnes qui auraient un don ou des capacités particulières de ressentir ces choses-là. Tous les êtres humains le ressentent, tout le vivant le ressent, même les végétaux, même les animaux. En fait, ce sont des perturbations du champ électromagnétique dans lequel on baigne, que tout le vivant sensible perçoit. Donc ça, c'est très important de le comprendre parce que ce dont je vais vous parler ce soir, même si ça peut paraître un petit peu mystérieux, voire ésotérique pour certains, c'est pourtant quelque chose qui est perceptible et surtout qui peut avoir des répercussions sur absolument tout le monde. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne fait absolument aucune différence. Moi, j'étais plutôt et je le suis toujours assez, pragmatique, peut-être pas cartésienne, mais en tout cas pragmatique et et ces phénomènes qui m'ont impactée sans que je le comprenne pendant des années, heu, au jour d'aujourd'hui, j'ai appris à les décoder, à les décrypter, à les corriger, à les harmoniser, mais pour autant,
c'est pas quelque chose que je vois, ni que j'entends de façon, claire. Ce sont des perceptions très fines et il y a toujours un petit je garde toujours ce petit espace de doute, parce que c'est très difficile en réalité de savoir si c'est le mental ou si c'est vraiment une info qui me vient de quelqu'un que je ne vois pas, si c'est vraiment, une perturbation, une mémoire ou si c'est juste, moi qui ai mangé un truc pas frais à midi. Enfin voilà, ça reste très, très, délicat de faire la part des choses et il faut toujours rester très humble et de toute façon, c'est le résultat qui compte. Donc le plus important, qu'on n'y croit pas, qu'il y ait vraiment une pollution ou pas, c'est qu'il y ait, après une intervention d'harmonisation, un mieux-être et une solution qui a été trouvée. Là, avant de commencer cette vidéo, j'ai eu l'appel d'une cliente qui m'a fait très plaisir parce que, j'étais intervenue à distance pour des histoires de présence, qui empêchaient son bébé de dormir et effectivement, bon, bah, ça on n'y pense pas forcément à faire des retours, mais moi, ça me fait vraiment c'est important pour moi d'avoir ce genre de retour parce que j'ai toujours ce petit doute et là, elle me disait qu'effectivement, après mon intervention, le bébé s'était remis à dormir, correctement. Donc voilà, c'est ça le principal. Moi, il y a que ça qui m'importe. Pour en revenir à notre sujet du soir, hem, pour vous rappeler juste les grands points de la géobiologie, donc c'est l'influence, des lieux sur le vivant et parmi ces influences, il y a 3 grandes familles, les influences naturelles, les influences artificielles créées par l'homme et les influences métaphysiques, paranormales, dont on va parler ce soir. Hem, je vais découper cette vidéo en 3 parties. Je vais vous lister un petit peu les différentes manifestations qu'on peut trouver dans une maison, dans un lieu d'habitation. Ensuite, je vais vous expliquer, quels sont les indices que notre lieu de vie est parasité et enfin, quelques solutions quelques solutions pour harmoniser et retrouver un équilibre énergétique chez soi. Alors, au niveau, des parasitages énergétiques, la ce qui va polluer le plus, enfin pas forcément le plus, dans les différentes catégories, on a les mémoires des murs et des objets. Comment ça marche? Les mémoires des murs dans une maison, dans un appartement, c'est pareil, même dans des bureaux, c'est la même chose. Hem, c'est en réalité ce qui a été vécu sur le plan émotionnel, par toutes les personnes qui ont habité ces lieux ou occupé ces lieux depuis leur construction jusqu'à aujourd'hui. Donc évidemment, plus un lieu est ancien, plus cette charge peut être potentiellement lourde. Comment ça marche? La matière, on le sait, est composée à 99,9999999 de vide. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien un atome, on voit qu'il y a un noyau et autour de ce noyau, des électrons qui tournent, un petit peu en orbite autour. Entre les électrons et le noyau, il y a ce qu'on croit être du vide. En réalité, le vide n'existe pas et dans cet espace, il y a de l'information. Et cette information, comme l'énergie suit la pensée, est essentiellement constituée, enfin essentiellement non, mais est constituée notamment des, pensées, émotions, sentiments, sensations des êtres vivants, des êtres sensibles qui ont occupé les lieux dans lesquels on se trouve. Donc cette information, elle vient se loger dans la matière, un petit peu comme si la matière, c'était une éponge et que cette éponge venait, absorber, toutes ces énergies, jour après jour et cetera et cetera. C'est pour ça que c'est important, en fait, de, régulièrement, purifier les lieux et de faire un reset énergétique parce que, i ça arrive que des lieux se gorgent littéralement d'émotions, de mémoires et ça peut être la cause, de sensations de lourdeur, de mal-être. On se sent vraiment, un peu plombé, sans raison objective. Donc ça, ce sont les mémoires. Ces mémoires des murs, il y a aussi la même chose avec les objets. Si vous êtes comme moi amateur de brocante et
et de déco vintage, sachez que quand on achète un objet d'occasion, mais même quand on achète un objet neuf en réalité, parce que dès qu'un objet a été manipulé, il va se charger aussi de plein d'informations de la part des personnes qui l'ont manipulé. La, mmh, la charge va pas être la même en fonction de la matière. Il y a des matériaux qui sont plus poreux que d'autres, qui sont plus denses ou voilà, comme des éponges quoi, plus ou moins absorbantes. Il y a des objets, qui peuvent même être utilisés comme des, comment dire? Heu, qui vont être informés, qui vont être programmés. Il y a des objets rituels, notamment tout ce qui va être, masque africain, objets liturgiques, tous les objets qui pourraient avoir un lien avec un rituel magico-sacré religieux. Je vous déconseille vraiment d'en faire l'achat parce qu'on ne sait pas comment ils ont été programmés et parfois ça peut être des choses extrêmement élevées, extrêmement belles, mais parfois ça peut être des choses extrêmement lourdes et impactantes. Donc ça, c'est pour les objets et les murs qui se chargent de ces mémoires et de ces programmes. Il y a aussi le terrain de construction qui est gorgé de mémoire. Là où une maison ou un immeuble se construit, c'est jamais neutre. Il y a évidemment les influences naturelles, donc ça j'en parle dans la première vidéo sur la géobiologie, si vous voulez regarder, ou en fonction s'il y a des veines d'eau souterraines, des failles telluriques et cetera, ça va avoir un impact. Mais il y a aussi les mémoires. Par exemple, s'il y a eu un massacre, même si c'était il y a des milliers d'années, et ben, ces énergies-là, ces mémoires-là vont rester actives dans le sol, dans le terrain, de façon indéterminée. Parfois, ça se dissout tout seul et on peut habiter une maison qui a été construite sur un site où il y a eu des événements difficiles et pour autant la maison va pas être du tout, impactée par ça. Mais de la même façon, il peut y avoir eu aussi, voilà, des événements difficiles et pour une raison, qui nous échappe, ça va être très, très, très fort, pour la maison en l'occurrence. Donc il y a ça à prendre en compte. Voilà, c'est un peu comme un millefeuille, toutes ces informations, c'est, toujours un travail d'enquête, hein, pour éliminer les facteurs les uns après les autres, pour essayer de trouver vraiment qu'est-ce qui impacte et ça peut être plusieurs choses en même temps et souvent ça se multiplie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir par exemple, un phénomène géobionaturel, mettons une maison qui est construite sur un croisement de veines d'eau souterraines. Ce croisement de veines d'eau souterraines lui-même, il est sur une faille tellurique. Par-dessus ça, on va avoir un événement tragique de guerre et de massacre. Par-dessus, on construit une maison et dans cette maison, il va y avoir beaucoup de jalousie, beaucoup de colère, beaucoup d'histoires, beaucoup de crises. Enfin bon, bref. Donc vous voyez, ça s'accumule. C'est pas plus, 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 ça se multiplie. Donc il y a vraiment des lieux où on peut se retrouver avec une concentration de facteurs, de sources différentes et ça va être pas très confortable à vivre. Donc les mémoires des murs, les mémoires dans les objets, les mémoires du terrain, évidemment, voilà, les cimetières, mais aussi les terrains s'il y a eu, par exemple, des lieux de culte. Hem, alors des églises, OK, mais parfois il y a eu des lieux de culte beaucoup plus anciens, préhistoriques même, dont il y a pas forcément de traces et sur ces anciens lieux de culte, il peut y avoir des énergies assez particulières qu'on appelle des gardiens du lieu, de lieux sacrés ou des shem, c'est aussi un mot qu'on peut trouver et ça, ce sont des énergies qui ont été positionnées à ces endroits-là par, les humains qui étaient en charge de ces lieux et qui pour que ces lieux soient protégés, pour éviter qu'ils soient profanés, pour éviter qu'ils soient abîmés, les anciens savaient comment programmer, c'est un petit peu comme un rituel magique, une énergie particulière pour qu'elle veille à ce que le lieu ne soit pas profané. C'est pas ce sont vraiment c'est des formes pensées quoi, c'est des parce que je le dis, je le répète, l'énergie suit la pensée. On est extrêmement puissant avec nos pensées et on peut créer des entités, on peut créer, des formes pensées, des schèmes éthériques, actifs, puissants, dans l'astral,
qui est le monde invisible, dans lequel il y a des choses positives et négatives et ces schèmes-là restent actifs très longtemps et peuvent, avoir un impact sur des générations et des générations. Donc c'est pour ça que parfois il y a des endroits, par exemple, on comprend pas pourquoi ça bloque, il y a rien à faire, j'aurais du mal à vous trouver un exemple de gardien de lieux sacrés, mais ça, c'est vraiment des choses qui se détectent et ce sont des énergies avec qui il faut négocier pour leur expliquer qu'elles n'ont plus besoin, d'être activées et parfois c'est pas évident de les désactiver parce qu'elles obéissent à leur créateur et c'est parfois très compliqué ce genre d'énergie. Donc ça, c'est un petit cas particulier, ça arrive pas souvent, mais ça arrive, donc c'est bien de le savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les entités autocréées, donc ça, je viens de vous en parler. Je vais vous donner un exemple d'une entité autocréée, dans une maison, une jeune femme qui, souhaite très, 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 très fortement avoir un bébé garçon ou un bébé fille, va, à force d'obsession, être en capacité de créer un une entité de petite fille, de petit garçon qui est pas incarné, que c'est pas une âme, hein, c'est pas vraiment conscient, mais qui va être, voilà, qui peut être là, dans les lieux et qui peut avoir un impact, rester quand la jeune femme s'en va, cette entité autocréée peut rester éventuellement dans les lieux. Donc il peut y avoir, pas mal de choses de ce genre-là et puis, évidemment, les présences, les défunts. Ça, c'est quelque chose, qui est assez courant, qui est même très courant. Les défunts qui sont attachés aux lieux, arrivent dans les lieux pour différentes raisons. Soit ce sont d'anciens habitants, qui n'ont pas eu le goût de quitter les lieux et qui préfèrent rester là. Ça peut être ça peut être des âmes qui ont eu un lien avec les anciens habitants de la maison, dans laquelle on se trouve et qui n'ont pas compris que les anciens habitants ont déménagé ou ont quitté les lieux et qui est resté là. Ça peut être, une présence qui est en lien avec le terrain, donc ça peut être très ancien. Il y a plein de choses, voilà et puis ça peut être vraiment, quelqu'un qui arrive, une âme qui arrive, parce que vous avez invité des amis chez vous et puis, parmi vos amis, il y en a un qui était accompagné par une présence. C'est des choses qui arrivent assez souvent et puis la présence se trouve plutôt bien chez vous et quand les copains s'en vont et bah, la présence elle reste et vous vous retrouvez vous vous retrouvez moins seul. Les âmes, elles sont pas embêtantes, mais ça peut créer plein de petits parasitages, pénibles et pour certaines, il y a un message à passer, elles ont besoin d'être vues, d'être entendues, donc là, il y a vraiment des choses à faire. Pour d'autres, elles sont complètement, inodores, indolores, inoffensives et bah, si elles ont envie de rester là, bah, elles restent là, il y a pas de souci. On peut jamais forcer une âme à quitter ce plan, c'est vraiment elle qui choisit, qui décide. On peut lui faire prendre conscience qu'elle est plus incarnée, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Hem donc voilà, donc pour les parasitages énergétiques, les mémoires des murs, les mémoires des objets, les mémoires du terrain de construction, les gardiens des lieux sacrés, les entités autocréées, les âmes en peine, les âmes de défunts et les entités. Les entités, ça c'est le dernier truc, à savoir, avant-dernier pardon. Les entités, ce sont des âmes qui ont compris qu'elles étaient décédées et qui n'ont aucune envie de passer dans la lumière et qui préfèrent, qui ont choisi d'œuvrer pour l'ombre et qui sont vraiment là pour mettre le bazar. Donc, dans mon expérience, j'en ai jamais rencontré beaucoup, mais ça arrive et ça peut être ce qui donne aussi ce qu'on appelle des esprits frappeurs, des poltergeists, des choses un peu effrayantes comme ça qu'on peut voir dans des films, paranormaux. Il peut y en avoir beaucoup dans des lieux désaffectés, des ruines, des vieilles usines, des vieux bâtiments. Je sais qu'il y a une tendance qui s'appelle l'urbex, pour aller justement rôder dans ces lieux un petit peu hantés et tout. Moi, je vous déconseille
Et alors le pire du pire, ce serait de faire du spiritisme dans ce genre d'endroit parce que là, vous avez toutes les chances de tomber sur un esprit, malveillant qui peut vraiment vous pourrir la vie, et je déconseille fortement toutes ces pratiques. La dernière chose que j'avais pas notée sur ma feuille, mais dont je me souviens en vous parlant, ce qui peut affecter, les énergies d'un lieu de vie, ce sont les blocages extérieurs. Alors les blocages extérieurs, ça va être de 2 sortes. Il va y avoir les jalousies et la sorcellerie. Donc les jalousies, c'est la magie noire et le niveau au-dessus, c'est la sorcellerie. Là aussi, toujours la même logique, l'énergie suit la pensée. Donc ça arrive très souvent en campagne avec, quand il y a des enjeux de terrain ou de terrain agricole ou d'héritage, de choses comme ça. S'il y a des gens, qui convoitent un espace, cette convoitise, cette obsession, financière, matérielle, avec une visée financière et matérielle, va créer on le sent dans l'énergie comme des blocages qui enferment les lieux. Ça peut recouvrir un lieu en entier et voilà, ça ce sont ce que j'appelle de la magie noire. C'est vraiment des pensées obsessionnelles, négatives, focalisées, mais c'est pas, il y a pas d'intention de nuire. Il y a pas consciemment, une intention de bloquer l'endroit. C'est juste, les gens qui y pensent, qui y pensent, qui y pensent et qui veulent récupérer les lieux, mais c'est pas avec la conscience de vouloir nuire. Alors que la sorcellerie, là, il y a vraiment une intention de nuire et là, la sorcellerie, donc c'est la même chose, c'est on focalise de façon négative, par convoitise, par envie, par jalousie sur un lieu et on fait pratiquer ou on pratique soi-même un rituel de magie noire auquel on associe une puissance, comment dire avec des mots qui font pas peur? Des forces plutôt sombres, des forces de l'ombre, voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle de la sorcellerie. Chacun a sa terminologie et son petit lexique. Moi, ça me permet d'être claire comme ça. D'autres vont appeler ce que je viens de vous appeler de la sorcellerie, vont appeler ça de la magie noire. Enfin bon, bref, chacun, l'appelle ça comme il veut, mais sachez qu'il y a 2 niveaux, d'attaque à distance. C'est juste les pensées obsessionnelles inconscientes, sans intention de nuire et les pensées obsessionnelles avec un rituel, avec, un allié de l'ombre pour vraiment nuire à quelqu'un en particulier. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne pratique pas ces rituels, donc si vous cherchez à récupérer le terrain d'un copain, c'est pas moi qu'il faut appeler. Voilà pour les parasitages énergétiques, les indices que votre maison, votre lieu de vie est habité et ben pardon, je regardais l'heure. Et ben alors c'est très simple. Les fuites d'eau, les odeurs, il peut y avoir parfois des odeurs de tabac, des odeurs même parfois des parfums, c'est pas forcément désagréable, hein. Évidemment toutes les odeurs de remontée, voilà, il y a des odeurs plus ou moins agréables, mais les odeurs qui n'ont pas de cause, qui n'ont pas de source, ça c'est vraiment un indicateur qu'il y a une présence chez vous, avec vous. Les lumières qui clignotent, alors il peut y avoir des faux contacts, mais quand même, moi à chaque fois, ça m'indique qu'il y a une présence. Les appareils électriques qui tombent en panne, les fuites d'eau, ça je vous l'ai dit. Si vous entreprenez des travaux, des gros blocages au niveau des travaux. Après les travaux, c'est toujours un peu galère, mais là, quelque chose qui dépasse la normale. Il y a un phénomène aussi qui peut être parlant, c'est si vous d'un coup, vous vous mettez à vous cogner ou vous tombez ou vous faites une chute, plusieurs chutes dans les escaliers. Ça aussi, ça peut indiquer qu'il y a des présences, pas forcément sympathiques. Le sentiment d'être un peu oppressé, d'être un peu tendu, sous tension, alors que vous êtes chez vous et qu'il n'y a pas de raison de l'être, ça aussi c'est un indicateur. Et la qualité du sommeil qui se dégrade. Quand il y a du monde chez vous, quand il y a du monde, on dort moins bien. Il y a une espèce d'électricité qui maintient un truc comme ça. Donc ça va être les indices qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant les solutions. Alors les solutions, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, de régulièrement purifier les lieux
Et pour faire ça, il y a plein de façons de le faire et ça va être l'objet de la visio que je vous propose jeudi prochain, mais en privé, où là, je vous proposerai un protocole de purification des lieux. Je vous donnerai vraiment les étapes les unes après les autres pour que vous puissiez le faire par vous-même. On peut tous le faire. Je vous donnerai aussi, dans les solutions, comment faire des témoins au sel pour, récupérer les énergies, ça marche très bien pour les mémoires des murs, par exemple, ou quand vous rentrez, stressé, chargé, pour pas polluer votre maison, ça va aller dans le sel. Témoin au sel, ça marche vraiment bien. Hem, Très important, c'est d'aérer de toute façon sa maison, tous les jours, de créer des courants d'air pour, laisser l'énergie circuler, ça c'est super important. On peut faire attention aux représentations, les tableaux, les affiches qu'on met chez soi. S'il y a des choses avec, s'il y a des choses violentes, s'il y a des choses, négatives, ça va baisser l'énergie des lieux et ça va attirer des entités négatives. Alors que si vous mettez que des images de nature avec des couleurs vives, des choses joyeuses, ça aura tendance à attirer des énergies positives. Hem, Au niveau de la musique, c'est la même chose. Vous pouvez mettre de la musique sacrée ou des musiques vraiment qui élèvent l'énergie, ça va contribuer à nettoyer les lieux, à élever l'énergie des lieux. Alors qu'à contrario, si vous mettez des musiques tristes ou sombres ou dark, ça va aussi affecter et attirer des choses négatives. On peut mettre des bougies, on peut faire des prières dans sa maison, demander à notre ange gardien de protéger les lieux. Tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment actives parce que, encore une fois, l'énergie suit la pensée. On peut aussi travailler avec notre gardien du lieu, ça aussi j'en parlerai pendant le cercle en privé, qui est un allié précieux qui se tient à notre disposition à l'entrée de chaque maison, de chaque appartement. Donc voilà, et il y a aussi, dernier truc pour, harmoniser les énergies chez soi, ce sont les cristaux, où on peut disposer dans des lieux stratégiques certains cristaux d'une certaine taille pour vraiment corriger des choses et aussi on peut travailler avec les couleurs. Alors ça se fait aussi dans l'imaginaire. Il y a des rayons colorés spécifiques pour, nettoyer, décharger, refaire circuler, mettre de l'amour, transmuter les vieilles mémoires qui sont à notre disposition aussi et qui sont très faciles à utiliser. Voilà, voilà, 27 minutes, je crois que j'ai fait le tour des parasitages énergétiques qui peuvent nous impacter dans les lieux. Je vous souhaite, une bonne continuation et je vous dis donc pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve jeudi prochain en petit groupe, sur Google Meet. Vous aurez toutes les infos sous cette vidéo pour, apprendre à purifier votre maison. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.